Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Eh oui, mes très chers enchanteurs, c'est magnifique. C'est une musique magnifique. Et ça peut être que magnifique quand on a notre très chère Agnieszka qui arrive sur les ondes d'Antasia pour sa jolie chronique. Et oui, la chronique sur la magie des contes. Coucou Agnieszka. Coucou Alina, coucou à tous. Ah, ça fait trop plaisir d'entendre ta jolie voix. Et encore une fois, ce matin, tu vas nous emporter vers un autre conte, vers un autre univers. Alors, c'est quoi ce conte? En fait, ça vient d'où? Eh ben oui, eh bien je vais vous l'expliquer. Wow. Ben oui, parce que c'est un conte qui est méconnu de Charles Perrault. Et je trouve que c'est bien de mettre en lumière aussi les contes qui ont été un petit peu oubliés. Et oui, ça c'est important. Eh ben oui, c'est important, surtout qu'il y a une très belle, un très beau message, voilà. En plus, alors, s'il y a un très beau message des enchanteurs, il faut écouter, ouvrir grandes ses oreilles, faire comme le petit lapin blanc. Vous ouvrez grand les oreilles. Il est prêt. Il est prêt. Il est là-haut, il est toujours sur l'armoire, en haut, et puis il me regarde. Oh. Et il tape, il tape de la patte? Non, pas du tout. Non, pas pour l'instant, parce que je dis, tu es sage, tu m'embêtes pas pendant la chronique. Bon. Interdit. Tout à l'heure, ça sera à toi, tu seras la star. Mais pour le moment, tu laisses maman travailler. Voilà, c'est un petit peu exactement. Bon, alors, est-ce que vous êtes prêts? Oui, c'est parti mon kiki. Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Antasia. Chaque mois, nous ouvrons ensemble un conte. Le mois dernier, nous avons traversé les fées de Charles Perrault. Un conte où les paroles devenaient fleurs, diamants ou serpents. Un conte qui nous rappelait que nos mots finissent toujours par prendre corps. Aujourd'hui, le conte que j'ai choisi nous emmène ailleurs. Non plus du côté de la parole, mais du côté du regard. Ce matin, je lève le voile sur un conte méconnu, Riquet à la houppe de Charles Perrault, écrit en 1697 dans Histoire ou Conte du temps passé. Car Riquet à la houppe est un conte qui pose une question vertigineuse. Qu'est-ce que la beauté? Et surtout, qui décide de ce qui est beau? Dans ce conte encore, les fées sont présentes, discrètes, silencieuses, mais toujours à l'œuvre. Elles ne donnent pas ce que l'on désire, elles donnent ce qui met le monde en équilibre. Riquet à la houppe est un conte sur l'intelligence, la laideur, la beauté et l'amour qui transforme. Et il nous invite simplement à renverser notre regard. Alors je vous invite maintenant à laisser de côté les images toutes faites, à oublier les princes charmants, à oublier les princesses parfaites, car l'histoire que nous allons écouter ensemble commence par une naissance et par un don bien étrange. Voici Riquet à la houppe, ou l'histoire d'un être que l'on n'aimait pas regarder avant d'apprendre à le voir vraiment. Il était une fois une reine qui eut un fils si laid et si mal fait qu'on douta longtemps s'il avait une forme humaine. Il vint au monde avec une petite houppe de cheveux sur la tête, ce qui fit qu'on le nomma Riquet à la houppe. Une fée qui se trouva à sa naissance assura qu'il aurait beaucoup d'esprit et qu'il pourrait, en vertu du don qu'elle venait de lui faire, donner autant d'esprit qu'il en aurait à la personne qu'il aimerait le mieux. Tout cela consola un peu la pauvre reine, qui était bien affligée d'avoir un si vilain marmot. Il est vrai que cet enfant ne commença pas plus tôt à parler qu'il dit 1000 choses, jolies choses, et qu'il y avait dans toutes ses actions je ne sais quoi de si spirituel qu'on en était charmé. Donc le conte s'ouvre sur une naissance difficile. Une reine met au monde un enfant si laid, si mal formé qu'on doute même de son humanité. Un détail pourtant attire l'attention. Sur sa tête, une petite houppe de cheveux
et c'est elle qui donnera le nom Riquet. Je sais pas si tu connais Sienna. Alors, à sa naissance, une fée est présente. Elle ne change pas son apparence, mais elle lui fait un don d'avoir de l'esprit et le pouvoir de le transmettre à celle qui l'aimera. Alors, pourquoi ce prénom Riquet? Il y a eu plusieurs hypothèses. On dit que Perrault, il songe malicieusement à la famille Riquetti, dont le nom fut francisé en Riquet. Pierre-Paul Riquet, protégé de Colbert, était le promoteur du canal du Languedoc. Donc on pense qu'il serait servi de cette personne. Mais en fait, Riquet, c'est un prénom, ce n'est pas un prénom noble ou héroïque, c'est un diminutif quand même, un peu moqueur, parce qu'il évoque un peu le petit, le ridicule, le personnage qu'on ne prend pas au sérieux. Et dès son nom, le conte nous dit que Riquet n'est pas destiné à être admiré. Il est destiné à être éprouvé. La houppe, c'est un signe, cette petite houppe qu'il a sur la tête, en fait, c'est un signe de singularité. Cette mèche rebelle, cette pensée qui dépasse et qui est matérialisée, cette intelligence qui ne rentre pas dans le moule. Riquet est marqué dès la naissance comme différent. Et d'ailleurs, pour comprendre Riquet à la houppe, il faut se souvenir de l'époque de Charles Perrault. Nous sommes au XVIIe siècle, la mortalité enfantine est très élevée et les naissances d'enfants mal formés ne sont pas rares. On parle des fois, d'enfants, signes du ciel, de prodiges, et ces enfants suscitent des fois la peur, la honte et parfois même le rejet. Mais dans ce contexte, faire naître un princelet, difforme et presque inquiétant, n'est pas anodin. Perrault ne choisit pas ce détail par hasard. Il s'inspire d'un imaginaire bien réel de son époque. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'il renverse le regard. Là où la société voit un défaut, il place un don. Riquet n'est pas seulement laid, il est extraordinairement intelligent. Et mieux encore, il peut transmettre son esprit à la personne qu'il aimera. Il n'existe aucune preuve, que un véritable Riquet ait existé, mais on a cette piste comme quoi il serait inspiré de la famille Riquetti, le protégé de Colbert. Donc Riquet représente alors une vérité audacieuse. La valeur d'un être ne se mesure pas à son apparence. Ce qui semble disgracieux peut cacher une richesse immense. En donnant à un enfant rejeté le plus grand pouvoir du conte, Perrault fait quelque chose de profondément moderne. Il transforme la différence en force et la blessure en lumière. D'ailleurs, le don de la fée, la fée ne corrige pas la laideur. Elle ne fait pas de miracle visible. Elle fait mieux, elle lie le destin de Riquet à l'amour. Et donc, il y a la loi du monde des fées. Un don n'existe jamais pour soi seul, il est fait pour être transmis. Et Riquet n'est pas seulement intelligent, il devient passeur d'esprit. Son don ne s'active que dans l'amour. Alors pourquoi Riquet est-il laid? La laideur de Riquet n'est pas une punition, c'est une protection. S'il était beau et intelligent, il dominerait, il séduirait sans effort. Alors que sa laideur l'oblige à parler, écouter, penser et comprendre l'autre. En fait, sa laideur est le creuset de son intelligence. La reine, sa mère, la reine est consolée, mais seulement un peu. Pourquoi? Parce que la société valorise l'apparence. Parce que cette mère projette son désir narcissique sur l'enfant. Riquet ne correspond pas à l'enfant rêvé, il est l'enfant réel. Donc à peine fait-il parler que Riquet étonne, il dit 1000 choses, il charme par l'esprit. Donc ce qui sauve Riquet, ce n'est pas ce qu'il montre, c'est ce qu'il exprime. Donc dès le début du conte, Perrault nous place face à une vérité dérangeante. Ce que l'on rejette au premier regard porte parfois la plus grande richesse. Et pendant que Riquet apprend à séduire par l'esprit, dans un royaume voisin,
une autre naissance se prépare. Et oui, une beauté éclatante n'est privée de pensée. Dans un royaume voisin, une autre naissance a lieu. Une petite princesse vient au monde, et elle est d'une beauté extraordinaire, plus belle que le jour. Mais la fée qui était présente à la naissance de Riquet se trouve là encore, et elle annonce une vérité troublante: cet enfant sera belle, mais elle n'aura point d'esprit. Pour consoler la reine, la fée lui accorde cependant un autre don. La princesse pourra rendre beau celui qu'elle aimera. Donc, le conte installe un peu un déséquilibre inverse. Donc, Riquet, il est laid, intelligent, et la princesse, elle est belle, mais stupide. Donc, le conte met en scène deux manques complémentaires, deux déséquilibres qui s'appellent. Et dans le monde des fées, rien n'est laissé au hasard, il y a toujours un équilibre cosmique à restaurer. Donc la beauté sans esprit, la princesse est magnifique, mais elle ne pense pas, elle ne comprend pas, elle ne sait pas répondre. Sa maladresse, eh bien, elle ne maîtrise pas le monde, elle est une image sans profondeur. Et en fait, la princesse, elle incarne l'enfant valorisé uniquement pour son apparence. La personne réduite à son image. La femme objet dans une société de représentation. Elle souffre non pas d'être laide, mais d'être vide. Et cela est encore plus cruel. D'ailleurs, les gens la fuient tellement qu'elle est vide dans ses conversations. Donc, le deuxième don, évidemment, c'est rendre beau celui qu'elle aimera. Donc, Riquet peut donner l'esprit et la princesse peut donner la beauté. Aucun des deux ne peut se compléter seul. Donc le conte nous montre que la beauté sans conscience est une prison et que l'intelligence sans reconnaissance est une solitude. Riquet et la princesse ne sont pas opposés, ils sont incomplets. Et le conte prépare leur rencontre comme une nécessité. Lorsque la princesse grandit, évidemment, sa beauté éclate, mais sa souffrance aussi, car on peut être admiré de tous et se sentir profondément seul. Cette princesse est courtisée, puis dès qu'elle parle, oh là là, tous les prétendants prennent la fuite. Et un jour, eh bien, il va avoir une rencontre dans les bois. Donc la princesse grandit, sa beauté devient éclatante, mais son manque d'esprit devient insupportable. Elle est admirée, mais elle souffre. Elle est maladroite dans ses gestes. Elle casse, elle renverse les objets, elle ne comprend pas. Et sa propre mère finit par lui reprocher sa bêtise. Alors un jour, la princesse se retire dans un bois pour pleurer son malheur. Alors pourquoi le bois? Dans les contes, le bois n'est jamais un simple décor. Le bois, c'est un lieu où l'on quitte le regard social, c'est l'endroit où l'on ne joue plus de rôle, c'est l'endroit où l'on est seul avec soi-même. Voilà, le palais, c'est le monde des apparences et le bois, c'est le monde intérieur. La princesse descend à l'intérieur d'elle-même. Donc, elle dit, dans ce bois, j'aimerais mieux être laide et avoir de l'esprit. Donc, c'est une phrase capitale. Pourquoi? Parce que dans le monde des fées, le désir formulé déclenche la transformation. Et oui, les pensées sont très puissantes. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît Riquet, dans le même bois, richement vêtu. Donc, à ce moment-là, on le voit, il est laid, mais il est vêtu magnifiquement. Donc, l'esprit habille ce que le corps ne peut séduire. Quand la princesse dit qu'elle préférait être laide et intelligente, eh bien, Riquet dit, rien ne marque davantage qu'on a de l'esprit que de croire n'en pas n'avoir. Il veut dire quelque chose de très subtil. Souvent, les personnes qui manquent vraiment d'intelligence sont persuadées d'en avoir beaucoup. Elles ne doutent jamais, elles ne se remettent jamais en question. À l'inverse, ceux qui commencent à réfléchir vraiment, ceux qui prennent conscience du monde, doutent. Et ce savoir imparfait, ce savoir aussi qu'il y a des choses à apprendre, se questionner et envie d'apprendre,
que rien n'est acquis, c'est déjà une preuve d'intelligence. Et Riquet voit que la princesse souffre de son manque et elle en est consciente. Elle formule ce manque. Et cette conscience est déjà une forme d'esprit. Il lui révèle qu'elle n'est pas vide, elle est simplement en chemin. L'intelligence commence par l'humilité. Elle commence par le doute, par la capacité à se dire « je ne sais pas ». L'ignorance est sûre d'elle, l'esprit, lui, questionne. Et donc il va avoir un pacte. Riquet est subjugué par sa beauté et la met en confiance poétiquement. Et il lui propose, il peut lui donner de l'esprit à condition qu'elle accepte de l'épouser dans 1 an. Alors, ce n'est pas un chantage, c'est une loi magique. Chez les fées, le don engage, on ne reçoit pas sans responsabilité. Ce pacte symbolise l'engagement envers sa propre transformation, le passage à la maturité, le moment où l'on accepte de devenir responsable de sa vie. Elle accepte parce qu'elle veut changer, ce qui est déjà une forme d'intelligence. Et aussitôt, lorsqu'elle accepte, la transformation commence à s'accomplir. À peine a-t-elle promis qu'elle se sent différente. Elle parle avec finesse, elle comprend, elle brille dans ses conversations. La transformation n'est pas extérieure, elle est intérieure. L'esprit était peut-être déjà là. Riquet n'a fait qu'ouvrir la porte. Mais une transformation soudaine a un prix, car en gagnant l'esprit, la princesse oublie quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Et oui, le délai d'1 an. Riquet ne demande pas un mariage immédiat, il donne 1 an. 1 an entier pour se décider. Pourquoi 1 an ? Pourquoi ce délai étrange ? Eh bien parce que dans les contes, 1 an n'est jamais anodin. 1 an, c'est un cycle complet. C'est le temps des saisons, le temps d'un hiver et d'un printemps, le temps d'une transformation intérieure. 1 an représente le passage d'un état à un autre, la maturation psychique et le temps nécessaire pour intégrer un changement. Donc la princesse reçoit l'esprit instantanément, mais elle doit intégrer ce qu'elle est devenue. L'intelligence reçue doit devenir intelligence vécue. Et au moment où elle accepte, elle désire changer. Elle est encore immature. Elle pense que l'année ne viendra jamais. Cela montre qu'elle ne mesure pas encore la portée de son engagement. Elle agit dans l'enthousiasme, mais pas dans la conscience. Donc, dans les lois féeriques, dans le monde des fées, le temps ne pardonne pas les promesses oubliées. Le don est immédiat, la responsabilité est différée, et ce décalage va devenir central. La promesse oubliée, oui, dès qu'elle reçoit l'esprit, la princesse change, elle brille, elle séduit par sa conversation, toute la cour est émerveillée. Et peu à peu, eh bien, elle oublie. Et pourquoi oublie-t-elle ? Eh bien, elle oublie parce qu'elle n'est plus celle qui a fait la promesse. C'est très subtil, quand on change profondément, on peut renier la version passée de soi-même, on peut oublier d'où l'on vient. La princesse renaît, et dans cette renaissance, elle efface sa dette. Et puis quand même, 1 an plus tard, la princesse retourne dans le bois. Et soudain, elle entend un bruit sous ses pieds. La terre s'ouvre et une immense cuisine apparaît. Des marmites, des cuisiniers, des rôtisseurs, tout est en train de préparer un festin. Donc en fait, la cuisine sous terre, cachée, active, organisée, c'est l'inconscient. Et pendant que la princesse brillait à la cour, quelque chose travaillait en profondeur. Donc ce festin symbolise la noce, l'union, la transformation complète. Donc même quand nous oublions nos engagements, eh bien quelque chose en nous continue de les préparer. Le destin n'a pas oublié. Le monde souterrain n'a pas oublié. Donc c'est un peu un rappel brutal quand elle apprend que les noces sont pour le lendemain. Elle est saisie, elle est confrontée et elle doit choisir en conscience. Et c'est alors que Riquet réapparaît, non plus comme un sauveur, mais comme un homme venu réclamer une parole donnée. La décision finale est la transformation de Riquet.
Riquet se présente devant elle, non plus comme un jeune homme suppliant, mais comme un homme fidèle à sa parole. Il lui rappelle simplement, vous m'avez promis. Et la princesse hésite. Pourquoi? Parce que maintenant elle a de l'esprit, et avec de l'esprit vient le doute, l'analyse, la liberté de choisir. Elle n'est plus la jeune fille désespérée du bois. Elle est devenue consciente. Elle pourrait dire non, elle n'est pas forcée. Le conte ne parle pas d'obligation, il parle de responsabilité. Donc la vraie question n'est plus veut-elle de l'esprit, mais veut-elle l'aimer? La princesse lui apprend alors quelque chose d'essentiel. La même fée lui a donné un pouvoir à elle aussi. Elle peut rendre beau celui qu'elle aimera. Ce n'était pas seulement un échange, c'est une symétrie. Riquet donne l'esprit, elle donne la beauté. Mais ni l'un ni l'autre ne peut activer le don sans amour. L'amour est la clé magique. Alors la princesse prononce ces mots parce qu'elle en était quand même tombée amoureuse. Elle souhaite qu'il devienne le plus beau et le plus aimable des hommes. Et soudain, Riquet change. Mais ici, le conte est volontairement ambigu. A-t-il réellement changé? Ou est-ce que c'est le regard de la princesse qui s'est transformé et qui le voit beau? C'est peut-être la phrase la plus importante du conte. La beauté n'est pas objective, elle naît du regard aimant. Riquet était-il déjà beau pour qui savait voir? L'amour ne crée pas forcément, il révèle. Leur union transforme, l'esprit devient incarné, la beauté devient consciente. C'est une transmutation. Riquet à la houppe n'est pas une histoire sur le regard, sur la maturité, sur l'engagement. Ce n'est pas l'apparence qui change le monde, c'est la conscience que l'on pose dessus. Peut-être nous ne devenons pas beaux parce que quelqu'un nous aime, mais que nous devenons visibles parce que quelqu'un apprend à nous voir. Parce qu'au fond, Riquet était-il réellement laid? Ou bien était-il simplement différent de ce que le monde attendait? Le conte ne nous dit jamais qu'il est devenu beau pour tous. Il nous dit qu'il devient beau aux yeux de celle qui l'aime. Riquet représente cette part de nous que nous jugeons trop étrange, trop imparfait, pas assez conforme. Et la princesse représente notre regard. Quand nous apprenons à aimer ce que nous sommes vraiment, ce qui nous semblait disgracieux devient précieux. Riquet à la houppe nous enseigne que la vraie métamorphose n'est pas celle du corps, c'est celle du regard. Alors d'ailleurs, Riquet à la houppe et La Belle et la Bête racontent au fond la même histoire, l'histoire d'un regard qui change. Dans les deux contes, un homme est jugé monstrueux ou laid, et dans les deux contes, une femme doit apprendre à voir au-delà de l'apparence. Mais la véritable magie n'est pas une transformation physique, c'est une transformation intérieure. Dans La Belle et la Bête, l'amour révèle le prince caché sous la bête. Et dans Riquet, l'amour révèle la beauté que personne ne voyait. Et c'est peut-être là toute la subtilité de Perrault, que Riquet n'a jamais changé. Peut-être que seule la perception de la princesse s'est transformée, et c'est une idée magnifique. Alors, il faut savoir aussi que ce conte a été repris par Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont, et oui, qui a écrit un conte qui s'appelle Le Prince spirituel en 1756. C'est pour ça que je parle de La Belle et la Bête. D'accord. Donc elle aurait pu aussi s'inspirer de ce conte-là. Voilà, parce que Charles Perrault l'a écrit en 1697 et elle l'a écrit en 1756. Mm-hmm. Voilà, c'est pour ça que je parle un petit peu qu'il y a une petite... voilà, elle aurait pu s'inspirer de Riquet à la houppe pour écrire La Belle et la Bête aussi, en plus de Madame de Villeneuve. Voilà. Donc, pourquoi sommes-nous si obsédés par l'apparence? Pourquoi jugeons-nous si vite ce que nous voyons? Depuis toujours, l'être humain associe la beauté à la valeur. Dans les contes anciens, le beau est bon et le laid est suspect. Mais Perrault vient fissurer cette croyance.
Aujourd'hui, notre société amplifie cette obsession avec les réseaux sociaux, les filtres, les standards irréalistes, la comparaison permanente. Et nous sommes devenus une culture du regard extérieur. Et pourtant, les contes nous rappellent une vérité intemporelle. L'apparence est immédiate. Nous sommes fascinés par l'apparence parce qu'elle rassure, elle donne l'illusion de comprendre en un instant de la nature d'une personne, alors que non. Peut-être que le véritable courage n'est pas d'être beau, mais d'oser voir au-delà du visible. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a eu Voltaire qui a écrit, d'après Ricard Laoupe, qui s'est inspiré de Ricard Laoupe, qui a écrit en 1763 un conte qui s'appelle « Ce qui plaît aux dames ». Voilà, même Voltaire s'en est emparé. Donc c'est quand même Ricard Laoupe a dû peut-être même inspirer aussi Jeanine Le Prince, Madame de Villeneuve aussi. Eh bien, alors juste, je rebondis sur un message de Steph. Je suis en train de papoter avec Steph de Nats. On lui fait plein de bisous. Il parle de toi. Il me dit, je me laisse bercer par sa voix magique de conteuse. Donc Aniska, tu es un nouveau fan. Écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous embrasse très fort. Alors voilà, parce que c'est quand même un conte qui, alors à la fin évidemment, il se marie parce que voilà. C'est ça qui est magique. Parce que, en fait, c'est une histoire qui nous rappelle que la beauté ne se voit pas toujours au premier regard. Et que l'intelligence ne brille vraiment que lorsqu'elle est traversée par le cœur. Et je vous invite, là où vous êtes, à fermer doucement les yeux quelques secondes, à prendre une respiration profonde, et à vous poser cette question intérieure. Quelle part de moi ai-je jugé trop vite? Quelle part de moi mérite d'être regardée autrement? Riquet nous apprend que nos différences ne sont pas des défauts, que ce qui nous rend singuliers est peut-être notre plus grand trésor, que l'amour véritable ne transforme pas l'autre, il révèle ce qui était déjà là. La magie n'est pas dans la fée, elle est dans le regard. Ce conte ouvre l'année sous le signe d'un enseignement précieux. Grandir, c'est apprendre à voir au-delà des apparences. Et grandir, c'est choisir consciemment. Grandir, c'est aimer avec lucidité. Et oui, c'est ainsi que s'achève ma chronique sur Ricard Laoupe. Mais merci d'avoir traversé ce royaume invisible avec moi. Et je vous dis à très bientôt sous les étoiles des contes. Voilà, c'est notre merveilleuse Aniska. On est enchantés, on est émerveillés. On part avec toi dans les contes. C'est un truc de malade. Alors, justement, parce que j'ai arrêté un petit peu plus tôt, parce que justement, je voulais parler d'autre chose, c'est que le mois prochain, nous quitterons l'univers de Perrault pour entrer dans celui des frères Grimm. Et nous serons alors aux portes du printemps. Et oui, quand je vais faire ma prochaine chronique, nous serons aux portes du printemps. Donc, une histoire qui commence dans la neige. Alors, ça sera une histoire qui commence dans la neige, dans le froid, dans le silence de l'hiver, et qui s'ouvre peu à peu vers la floraison, vers la douceur et vers la renaissance. C'est pour ça que j'ai choisi ce conte-là. Donc, ce sont deux sœurs, deux couleurs, deux polarités, l'innocence de l'hiver et la promesse du printemps. Et oui, après avoir exploré le regard et la beauté cachée avec Ricard Laoupe, nous explorons le cycle des saisons de l'âme. Et c'est précisément là que nous emmène le prochain conte, Blanche-Neige et Rose Rouge. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.